Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Renaissance, épisode 2 de notre analyse de la saison qui s'est terminée il y a quelques jours pour la saison NBA. Il y a pas mal de semaines maintenant pour nous. Euh, Pierre et Mathieu m'accompagnent de nouveau pour cette vidéo. Messieurs, petit bilan de la vidéo précédente où on a pris le temps de regarder un petit peu dans sa globalité la saison, de voir un petit peu, de faire un comparatif entre nos attentes et ce qui s'est réellement passé, d'expliquer un petit peu aussi quels événements et qui avait finalement fait basculer cette saison et essayer de comprendre quels avaient été les petits points qui étaient passés d'une saison où on n'attendait pas grand-chose à finalement une saison où on a repris plaisir et on a de nouveau osé avouer dans la rue qu'on supportait les Suns. Donc moi, ma question aujourd'hui, en tout cas, on va essayer de voir un petit peu à qui est-ce qu'on peut attribuer cette belle saison, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'acteurs qui sont intervenus. Euh, Messieurs, ce que j'ai envie de vous commencer, faire un petit focus sur le front office et le travail qui a été réalisé il y a un an, la construction de l'effectif, elle s'est faite en plusieurs temps. Sur les dates officielles, début juillet au 2 juillet, il y a la signature de Colin Gillespie qui avait été un toué l'année précédente avec nous et qu'on a validé sur un contrat garanti. Quelques jours après, il y a la validation des début juillet le 6 du trade de Durant qui est enfin homologué et reconnu. Donc, globalement, pour nous, c'est Dylan Brooks et Jalen Green, donc, et plus quelques pics dont on reparle après qui nous arrivent. La validation également du trade de Mark Williams, donc qu'on va chercher au Charlotte. Et ensuite, dans la foulée, on signe des rookies, 3, Malouak, Fleming et Kobe Bray. Et ensuite, on va commencer des signatures, puisque cap limité. On va commencer avec Isaiah Livers, Nigel Ice Davis qui signe chez nous. Le gros événement, on va cutter Bradley Bill. Ça, c'est le 16 juillet, donc qui est un jour férié en Arizona à partir d'aujourd'hui. Et le 23 juillet, pour clôturer l'été, la signature de Jordan Goodwin. Je vous mets de côté tous les joueurs signés, coupés, soit pour la Summer League, soit pour les training camps. On va rester vraiment sur ces acteurs-là qui ont eu un rôle en tout cas. Donc ça, c'est les premiers mouvements réalisés. C'est l'œuvre d'un homme, Brian Gregory, nommé fraîchement quelques temps avant la draft et en suivant Jordan Hot. Vous, quel regard vous avez aujourd'hui j'ai envie de dire, alors c'est plus facile parce que la saison s'est passée, mais quel regard vous aviez peut-être et a-t-il changé aujourd'hui par rapport à ces mouvements-là Pierre? C'est, pour moi, c'est une masterclass. C'est un grand A, c'est une première saison qui est incroyable. Le mec, on lui a quand même donné un tuc et un gâteau au caca et il nous en a fait une équipe. Honnêtement, le gars est. Ok, t'es nouveau, faut gérer Bradley Bill et puis Durant. Et puis en fait, tu as 0 pic et puis il va falloir que tu crées une équipe et aussi tu es au-dessus du second à prendre. Hein. Je sais pas si on te l'a dit. Non, le gars a vraiment fait un taf monstrueux, je trouve. Alors, c'est encore dur. Hein. Quand tu te projettes, tu n'as toujours pas beaucoup de pics. Toujours. Voilà, ça, c'est normal. Il peut pas non plus. Tu fais pas d'un âne un cheval de course dès le début. Mais, euh, mais moi, honnêtement, il arrive, on se dit oula, c'est du copinage, machin, entre Ishbia, tout ça. Est-ce que ça va être. Est-ce que c'est vraiment un mec compétent, tout ça? Honnêtement, j'ai trouvé que c'était des super choix. Avec les pics de draft qu'on a fait, Maluar encore, on verra, top 10, jeune à construire. Un mec comme Fleming, c'est magnifique. C'est un super choix. Kobe Bryant, on l'a pas beaucoup vu, malheureusement. Super shooter, mais à voir si un jour il aura une vraie carrière NBA. Mais en tout cas, non, moi je suis vraiment, c'est du pur positif pour moi, que ce soit dans la gestion du budget, parce que c'est aussi baisser au second à prendre. Je rappelle, on pouvait que faire des trades 1-1 avant ça, hein, parce qu'on était bloqué avec Mm. tous les problèmes. Donc non, vraiment, honnêtement, moi, c'est vraiment les notations Standard & Poor's là, c'est du double A pour moi. Voilà, c'est comme pour les pays, c'est du double A. Justement, par rapport, donc tu as évoqué tout ça, tous ces points-là. Moi, je trouve Matisse Bia a su s'effacer par rapport à Brian Gregory et a Ça su fait lui du bien laisser les aussi. rênes. Mais Brian Gregory ne s'arrête pas là parce qu'il y a des petits coups dans la saison. Euh, Mi-novembre, signature de Jamari Bouillet en toué à un moment donné où on a des blessures et où ils estiment qu'il faut
un meneur supplémentaire. Juste avant trade deadline, Nigel Hayes-Davis recruté l'été, Richards s'envole dans différents trades. On récupère Cole Anthony qui jouera jamais pour nous et Amir Kofi, mouvement aussi financier. Et on va dire signature d'Heywood X-Smith un peu après le All-Star break. Donc des petits mouvements. Mathieu, justement, il y a eu les ajustements de l'été. Il y a eu ces ajustements assez discrets dans la saison. C'est-à-dire que certains GM, quand ils arrivent, ont besoin de marquer leur empreinte. Lui, il avait des dossiers chauds à gérer avant de commencer à vouloir mettre son empreinte. Même analyse que Pierre. Satisfait, en tout cas, c'est ce que tu attendais? Ouais, il y a plein de choses. Bah, moi, ça commence un peu dès la draft où, où on l'avait regardé en direct. Je savais qu'on discutait en même temps, Thierry, toi et moi. Où c'est vrai que moi, Malouak, qui faisait partie de un peu de ma to-do list, où j'aurais aimé le voir, mais en fait, je pensais qu'il allait jamais tomber en 10. Donc, je me disais, on était tous d'accord pour dire qu'on prenne de la taille à la draft. Parce que on était avec Nick Richards en titulaire, et enfin, c'était Kata la saison dernière déjà, ça faisait 2 ans, c'était Kata. Donc, on s'est dit, il faut prendre la taille. Donc, déjà, quand Malouak qui tombe, je me dis, attends, c'est du bonheur, mec, ce gars-là, c'est une pépite, faut le prendre. On bouge pour Mark Williams, bon move aussi, on s'est dit ok, derrière Rashir Fleming, je veux dire, on était déjà l'équipe la plus active à la draft. Ça fait plaisir quand tu as ton équipe qui est active, qui bouge, qui trade des pics, tu comprends le sens, en plus tu dis ah ok, c'est super. Derrière Kevin Durant, on était tous d'accord pour dire ok, c'est un bon move. On a fait quand même un bon move, on est bien sorti. Mais en plus, moi j'aime bien, comme tu dis là, quand tu as parlé des trades à la mi-saison, bah moi, Haywood et Smith, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé ce qu'il a montré. Je pensais même pas qu'il allait jouer avec nous cette saison parce qu'il revenait d'une grosse blessure. Et en fait, je crois qu'il a déjà été à peu près prolongé. En tout cas, je pense qu'il fait partie du projet. Et en fait, je me dis, ok, le gars, dès la mi-saison, il a pensé au coup d'après déjà. Donc, je veux dire, ça bosse dur, quoi. Donc, ouais, super, ouais, super top. Et puis, je suis content que Matisse Bia, en fait, je crois que ça fait plaisir de voir enfin un mec milliardaire, égocentrique, qui, en fait, t'as l'impression qu'il a appris, quoi. T'as l'impression qu'il s'est dit, ok, je suis passé pour un con, quoi. Je suis passé pour un naze, j'ai rien compris. Et en fait, ça fait plaisir parce que combien on en a eu nous-mêmes des propriétaires où les mecs, ils ont continué, toujours le même blabla et ils apprenaient jamais. Et là, on s'est dit, ok, le gars, il a appris, ok, c'est peut-être on lui en voudra longtemps. Quand même, on peut toujours lui en vouloir, hein. Mais par contre, au moins, on a un mec en face de nous, il a appris. Donc ça fait plaisir. Ouais, super mi-saison. Le Brian Gregory, top, hein, franchement, rien à dire. Génial, même pour Jordan Hott, hein, c'est lui qui le choisit aussi, hein. Donc, que dire, quoi, super. Et toi, Thierry, t'en penses quoi, toi? C'est important. C'est important, je trouve que. Je savais pas comment. En fait, c'est le positionnement de Mathieu Bia dans l'organigramme. Il prenait beaucoup de place et on ne saura peut-être jamais, mais j'ai l'impression quand même qu'il a pris des décisions. Il a certainement demandé l'avis, mais si on lui a dit qu'il fallait pas le faire, il les a fait. Et là, je trouvais intéressant, en tout cas, ce qui s'est passé, ça collait à ce qui était annoncé quand il a nommé Brian Gregory, en disant j'ai fait des conneries, je veux prendre un peu de recul dans le sens où moi, je vais faire mon boulot et je vais laisser les clés du camion. Voilà, c'est pratiquement un parcours sans faute pour Grégory dès sa première saison, ce qui met beaucoup de pression pour la prochaine, avec une draft super bien gérée, le cap, des pics, le choix du coach, des mouvements pertinents dans la saison. Je pense qu'ils sont avant tout financiers, mais pertinents. Oui, effectivement, on est au-delà. Pour moi, on est au-delà de ce que j'attendais, parce que les GM, on a quand même un passif. On a eu James Jones, hein, mais avant James Jones, on a quand même eu des gens qui aujourd'hui n'ont plus aucun rôle, hein. Donc du coup, ça laisse quand même présenter de bonnes choses. Mais effectivement, voilà, le front office, un boulot fait, des billets et enfin des annonces, et ils ont assumé. Donc ça, c'était intéressant. Du coup, on descend d'un étage. On va parler du coach et du coaching staff. L'idée, ce que je voulais, voilà, un coaching staff quasiment en totalité remanié. Je crois qu'il doit avoir un survivant. Il y a peut-être un survivant et encore, je ne suis même pas sûr. C'est Fizdale, non? Fizdale est toujours là, je crois, non? Je suis même pas sûr. C'est le seul qui est toujours là. De mémoire, je ne sais même pas, tu vois, comme quoi ça m'a pas trop marqué. Moi, je pense qu'il est toujours là. C'est le seul qui est resté de l'année précédente. Moi, j'ai envie de voir
Pierre, toi, au niveau justement, le coaching staff dans l'ensemble, parce qu'effectivement, on voit Jordan Haute, mais toutes les décisions, elles sont quand même assez collégiales, en tout cas sur du en off, ça discute, puisque vous savez qu'un peu à la manière du football américain maintenant au basket, il y a un coach de la défense, un coach du bidule, un coach du machin, voilà, il y a une armée, histoire que tous les gens que vous voyez debout au tambour, c'est pas les joueurs, hein, c'est le coaching staff, ils sont tous assis les joueurs. L'idée, toi, au niveau ajustement, rotation, l'identité de jeu, qu'est-ce que tu en as pensé et est-ce que pour toi ça colle à ce que on avait besoin? Alors, l'identité de jeu complètement. En fait, ils ont amené une identité de jeu, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On va pas se mentir, quand Budenholzer est arrivé, je sais pas ce qu'il a voulu mettre en place, mais en tout cas, il l'a pas fait. Hein. Jordan Hott, avec son coaching staff, ils sont arrivés. Identité de jeu qu'on a vu tout de suite. Je veux dire, on en a parlé dans la précédente vidéo. L'intensité, des mains actives, voilà, rentrer dans l'art des gens, vraiment une culture, faire les efforts. Chacun fait les efforts pour le partenaire, pour le coéquipier. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont ramené tout de suite. Et donc ça, c'est très positif. C'est vraiment très positif. Le fait aussi alors, on en a parlé aussi dans la vidéo, c'est les blessures qu'on fait ça aussi, mais de maintenir tous les joueurs en état de jouer et prêts à jouer, du starting five jusqu'au gars, je veux dire, un mec comme Isaiah Livers, quand il jouait, il était bon, quoi. Alors que voilà, c'est pas non plus un joueur auquel tu t'attends à ce qu'il fasse un truc. Là, il arrivait et il avait un rôle défini, voilà, des rôles très définis. Celui qui avait un rôle parfois un peu où c'était compliqué, c'était Brooks, où parfois tu as l'impression qu'il se prenait un peu pour Booker, mais bon, c'est normal aussi, c'est un vétéran, c'était notre deuxième scoreur quand même de la saison. Donc il y a parfois eu des petits, pas des couacs, mais des petits dépassements de rôle où je pense que c'était pas forcément ce qui était voulu par Hott, mais en tout cas, c'est aussi très positif. Des petits défauts, on en a un peu parlé, des petits défauts, moi je trouve en tout cas sur les ajustements en cours de match, des choses comme ça, un peu réussir à faire du pivotement dans ce qu'on veut en termes de jeu. Mais en tout cas, je trouve qu'il est venu avec une idée, qu'il a réussi à la mettre en place et qu'il a créé une ADN dans cette équipe. Voilà. Justement, on parle d'ADN défensive notamment, qui n'est pas historiquement notre point fort. Hein. On est plutôt une franchise historique et réputée pour son jeu d'attaque, souvent décousu, et souvent la défense nous a fait des torts. On a vu que la défense revenait quand même en NBA un petit peu au cœur des débats, en tout cas, revenait un peu au goût du jour. Ah oui. Toi, justement, Mathieu, par rapport à ça, cette identité défensive forte, en tout cas, puisqu'on on est top 5 défense pendant un tiers de la saison, hein, on finit 10e défense NBA, ce qui est élite pour nous. C'est quelque chose qui t'a plu, en tout cas, peut-être à défaut de talent, avoir cet engagement et cette abnégation des joueurs? Ouais, parce que moi je pense que c'est plus facile d'être une bonne défense qu'une bonne attaque. Ouais. Je pense que tu n'es pas obligé d'être talentueux. Je veux dire, pour être bon en attaque, il faut du talent pur. Alors qu'en fin de compte, défensivement, est-ce que ça passe pas déjà par de l'envie, de la communication, quoi? Moi, ce qui m'a plu, c'est que ce que je m'attendais. En fait, je savais que ça allait être une équipe offensivement qu'on allait. Je m'attendais pas qu'on soit extraordinaire. Donc en fait, j'ai vu ce que j'attendais, c'est-à-dire j'ai vu une équipe qui allait défendre et j'ai vu qu'en fait une équipe qui allait envoyer à 3 points, quoi. Quand t'es pas bon offensivement, tu sais très bien que les équipes, si elles veulent envoyer, il faut jouer assez rapidement et surtout balancer à 3 points, c'est ce qu'on a vu. Donc, mais oui, défensivement, je m'y attendais. Mais il y a des joueurs qui se sont révélés là-dedans aussi. Je veux dire, et il nous a manqué, on a parlé dans notre vidéo précédemment, mais il y en a un joueur quand même qui a manqué en fin de saison en playoff. C'est un joueur comme Jordan Goodwin, quoi. Quand Jordan Goodwin, il n'est pas là quand ils sont en sortie de banc. Enfin, ça se voit tout de suite, Jordan Goodwin, quel apport ce gars. Enfin, je veux dire, c'est fou, les rebonds offensifs, les interceptions. Et en fait, lui, il représente tout ce que les Suns ont amené cette année en défense. Donc, ouais, moi, la défense, ça m'a plu parce que je pense que, en vrai, avec de l'envie, n'importe quelle équipe est capable normalement de défendre, quoi. Et je suis content qu'en fait, le coach et le coach staff, en fait, ont mis un plan clair, il y avait de la communication et que tout le monde est allé dans le même sens, quoi. Donc, ouais, ultra satisfait. La défense, c'est dur de pas. On l'a moins vu en fin de saison. Et c'est là où on a perdu des matchs. Parce que le début de saison, t'as l'impression, défensivement, j'avais l'impression de voir OKC, quoi. Dans l'engagement,
dit, c'est ça, et c'est ce qu'il faut pour gagner un titre. On les voit bien là en finale. C'est de l'envie, de la défense. C'est pas que la défense, c'est pas qu'être grand en fait, ou être intelligent. C'est déjà de l'envie. Donc ouais, ça super, super. Bah, je vous rejoins, hein, sur ce qui a été dit. Alors, une petite précision, David Fisdale, non, il a fait Frank Vogel et ensuite il a survécu à Mike Budenholzer. Il a été dans le staff. Ah ok, Il a pas été conservé. ah ok, ok. Moi j'ai aimé, en tout cas, vous avez parlé de ce qu'ils ont mis en place. Moi, j'ai aimé globalement cette composition parce que déjà, j'aime pas trop, je trouve que, enfin, souvent ceux qui ont fait des belles carrières NBA, quand on les a sur le banc, en tout cas auprès des coachs, ça marche pas forcément. On n'a pas forcément été un bon joueur, enfin, les bons joueurs font pas forcément des bons assistants et des bons coachs. Et c'est vrai qu'aller chercher Desmarais Carroll, qui a eu une vraie carrière de vétéran et de joueur de devoir, revenir chercher Brian Randle, qui avait été assistant de l'époque des finales, et avec Monty, était intéressant. Mike Muscala, des joueurs, des joueurs de devoir, hein, des gars qui ont bossé parce que le talent n'était pas forcément là. Je trouvais ça intéressant. Et puis mon gars, Jess Mermus, moi qui m'a régalé toute la saison. C'est ce que j'allais Voilà. dire. Exceptionnel. Moi, tu vois, moi j'ai connu l'époque dans les années 90 où quand j'allumais ma télé et que je regardais que c'était les Bulls qui étaient diffusés, tu disais quelle va être la coiffure de Dennis Rodman, tu vois. Il arrivait, et ben là, Jess Les Mermus, lunettes. quelle paire de lunettes il va avoir. Et en plus, je trouve qu'en plus d'avoir un très beau CV et d'être un vrai gars, ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur et cette compétence. J'ai l'impression, en tout cas, que le coaching staff, vous allez me dire tous, ils essayent de faire des coaching staff compétents, mais j'ai l'impression que, de la même manière tu disais tout à l'heure, Isaiah Livers, on a pris un joueur pour une mission bien spéciale, il l'a rempli, etc. J'ai l'impression qu'en tout cas, le coaching staff a été fait de la même manière, c'est-à-dire des rôles bien précis, et on va chercher un mec compétent dans chaque rôle. Alors, il faut bien que la mayonnaise prenne, les résultats aident certainement à avoir ce regard, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, et en tout cas, l'identité assumée, de dire on va bien défendre avant de bien attaquer. Je trouve qu'elle sauve notre saison. Je pense que si on avait voulu correspondre, attaquer à tout va, etc., on n'avait pas assez de talent et on aurait peut-être explosé en tout cas dans cette saison. Euh, Maintenant, on va revenir un petit peu sur les. Je voudrais qu'on s'attarde d'abord sur les joueurs majeurs. Alors, je vais vous les faire sortir. Je veux parler de Devin Booker, Jalen Green et je vais prendre Dylan Brooks aussi, puisque Dylan est passé de lieutenant à presque All-Star, hein, entre guillemets, enfin en tout cas, qui nous a fait une saison exceptionnelle. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ces joueurs-là. 3 joueurs, 3 identités différentes. Un joueur historique qui a peut-être un peu du mal à assumer son leadership, en tout cas vocalement. Un joueur, bah, c'est le contraire, Dylan Brooks, plus connu pour son caractère que pour son basket, même si avant d'arriver, on sait que ça reste un joueur honorable plus NBA, mais c'est pas non plus difficile de savoir qu'il allait faire cette saison-là. Et Jalen Green, un peu le fou follet, celui qui a jamais eu réellement de cadre et dont on ne sait pas jusqu'où peuvent aller ses qualités, jusqu'où ses défauts peuvent l'amener. Du coup, Mathieu, toi, ces 3 joueurs-là, qui ont rarement été ensemble cette saison, quel regard tu portes un petit peu sur l'influence et leur rôle? Bah Booker, c'est la star hein, de l'équipe, hein, donc ça changera pas. Il a fait la saison, il a fait ce qu'on lui demande, jamais à se plaindre, il s'est battu défensivement. Enfin, c'est le leader, mais le leader discret. Voilà, c'est plutôt le gars qui va donner des conseils. C'est pas le mec qui va tant te motiver sur le terrain, très expressif. Par contre, c'est le gars, tout le temps, il va te dire comment te replacer. Il va te dire là, à ce moment-là, voilà, très technique, l'intelligence. Dylan Brooks, c'est sa meilleure, quasiment statistiquement, c'est sa C'est sa meilleure meilleure saison, carrière. Ouais. voilà, en carrière. Mais ça a toujours été un joueur performant. Je veux dire, en plus, il a une maturité cette saison. Souvent, on lui a souvent reproché d'être un peu foufou dans sa tête. Alors, il prend toujours des techniques, mais en fin de compte, ça fait le Ouais. personnage. Et je crois que Pierre, il avait dit une fois, ou c'était peut-être Quentin, mais de toute façon, en fait, lui, ce qu'il va faire, il va prendre une technique. N'importe quel autre joueur, il va faire la même chose. Il l'apprendra pas. Voilà, sa réputation prend le devant. Mais par contre, quelle énergie, quel modèle que tu peux donner à des jeunes comme Ryan Dunn, comme Ryan Fleming, qui sont des mecs justement défensifs sur le papier. Donc magnifique, en plus en playoff, mais enfin, on reparle pas, on n'a pas parlé de playoff, mais je veux dire, c'est le meilleur joueur des playoffs. Je veux dire, Shai, c'est son poteau,
il l'a regardé dans les yeux, il l'a pris pendant 4 matchs et il a fini à 26 points de moyenne. Enfin, je veux dire, voilà, je veux dire, quand il a parlé cette saison, il a fait le taf. Et Jalen Green, bah, il a joué quoi, 32 matchs. C'est un mec qui a jamais été blessé jusqu'à maintenant, donc pas de bol pour nous et pas de bol pour lui surtout. Et en fin de compte, il n'y a pas eu, comment dire, en fait, j'ai vu le Jalen Green que pour l'instant, on a tous vu depuis maintenant. C'est-à-dire, un mec offensivement, s'il est à 100%, c'est sûr qu'il peut faire des choses top. Par contre, trop irrégulier, quoi. C'est-à-dire, défensivement, il est un peu, même s'il se donne aussi, bah, en fin de compte, quand même, il a des limites. Mais il se donne. Il a essayé, hein, franchement, on peut pas trop le reprocher, mais il est très limité quand même. Offensivement, il est trop irrégulier, quoi. Je veux dire, il y a des matchs, il peut être incroyable. Le match d'après, combien? À un moment donné, il a enchaîné une période, il shootait à quoi? À 30%. Enfin, Ouais. on n'en pouvait plus, quoi. On n'en pouvait plus. Et même qu'il y en a, ils me disent, ouais, il devrait avoir plus un rôle de sixième homme. Bah, même si, enfin, si pour shooter à 30%, je le veux même pas en sixième homme, surtout avec un contrat comme ça. Donc c'est un joueur talentueux de fou, mais je reste perplexe. Je reste perplexe. Genre, voilà. Pour moi, dans une équipe compétitive, j'ai du mal à voir Jalen Green. Mais sinon, Booker, Brooks, c'est le top, top, top. Jalen Green, je reste sur ma fin, quoi. Là, justement, par rapport à ça, donc il y a un trio. Pierre, est-ce que tu penses que s'ils avaient joué 60-70 matchs ensemble, donc épargnés par les blessures, est-ce que tu penses que ce trio-là, l'influence aurait été plus importante sur l'équipe? Pour moi, oui. J'en ai déjà un peu parlé, mais je pense vraiment que Green, c'est pas quelqu'un qui a un cul basket de ouf, tu vois. Et donc, il a besoin d'être dans un collectif, de jouer avec les gens, de s'installer dans la routine. Cette année, il n'a pas pu le faire. Voilà, on a parlé, c'est une très grande déception. Il a fait des petits bouts. Et à la fin, il a pu jouer, mais on sentait qu'il y avait un décalage. Il y avait quelque chose. La mayonnaise prenait pas trop. Ce qui, moi, m'embête beaucoup, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. En tout cas, quand je le vois jouer, quand il a la balle à la main, je le trouve élégant. C'est un joueur que j'ai envie d'aimer. J'ai envie de l'aimer. Même quand il était blessé, il était là au bord du terrain. Tu as envie de l'aimer. Mais il est très frustrant. Il est très, très frustrant, hein. Donc, j'ai qu'une envie, c'est qu'il nous fasse tous taire là, et qu'il commence l'année avec nous et qu'il soit ultra fort. Mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce que je suis encore dans mes rêves? Je ne sais pas trop. Donc ouais, c'est compliqué. Je pense que s'ils avaient joué ensemble, ça aurait été peut-être mieux. Et c'est pour ça que j'ai encore un espoir de me dire, ils feront la prépa tous ensemble, la pré-saison, tout ça, les camps d'entraînement. Je me dis, potentiellement, il y a peut-être quelque chose qui peut se créer. Mais oui, c'est sûr que ne pas pouvoir jouer ensemble, forcément, tu peux pas créer une alchimie forte, quoi. Un Dylan Brooks, par exemple, c'est plus facile parce que lui, ce qu'il va t'apporter, c'est de l'envie, c'est de la gueulante, c'est des balls aussi un peu sur le terrain. Et ça, bah, tu n'as pas besoin non plus de connaître l'équipe depuis 1000 ans pour pouvoir le faire, tu vois. Donc, je pense que c'est plus simple, entre guillemets, pour lui d'arriver tout de suite et d'être impactant directement. Et en plus, il a connu plusieurs équipes. Il faut aussi penser, Jalen Green, c'est un jeune joueur. C'est la première fois qu'il bouge de franchise. Il est plus dans la franchise qu'il a drafté. Donc, il y a aussi ça qui doit être. Première fois qu'il était blessé aussi longtemps. Enfin, il y a eu beaucoup de nouveautés aussi pour lui qui font ça. Donc, je me dis potentiellement, dans le futur, c'est 3 joueurs qui peuvent mener l'équipe encore plus haut, quoi. Mais donc voilà. Donc, et en tout cas, Devin Booker, ma star pour toujours. Seulement 10 matchs, les gars, jouent ensemble, hein. Bah ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se positionner. En tout cas, ils ont tous une influence. Green je suis d'accord avec vous, alterne le chaud et le froid. Quand c'est chaud, c'est chaud. Parce Ah ouais. qu'il y a un talent fou. Maintenant, mieux encadré. Peut-être le fait qu'on verra cet été, en fait. Le travail effectué, on verra l'implication, on mesurera peut-être sur la deuxième saison. Vous avez certainement raison. Les stars, c'est bien. Par contre, rien qu'avec eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. On a su entourer de role-players. C'est difficile de juger des joueurs comme Grayson Allen, tout le temps blessés, et qui ont eu un impact, mais seront-ils capables de faire plus de 40 matchs dans une saison en bonne santé? C'est toujours la question. Moi, au niveau justement de tous ces autres role-players, je vais mettre les rookies de côté, on y revient après. Si vous deviez en choisir un,
qui pour vous a eu un rôle essentiel. Ça serait lesquels, Mathieu, toi? Lequel? Il y en a tellement Pour que choisir qu'un, c'est dur. j'aimerais parler. Ah, Je ouais, sais que ouais, t'allais- ouais. je laisse à Pierre, parce que tout à l'heure il parlait, peut-être que je me trompe, mais allez, je vais parler d'Osso Ighodaro. Osso, moi je le mets, mais d'où sort-il? Non mais, enfin Osso, on parle d'un gars personne n'aurait mis une pièce pour jouer en NBA. Le gars a fini plus, je veux dire, c'est le faux titulaire derrière Mark Williams. Il a fini la plupart des matchs en titulaire. Notre Je seul veux joueur dire, qui a fait les 82 matchs. il a joué les Il a fait les 82 matchs, 82. mais et Ouais, surtout, mais la progression, quoi. La c'est vrai. progression du mec. Je veux dire, combien on a vu de joueurs dans toute leur carrière, on a vu des mecs, on s'est dit, waouh, le potentiel, alors, avec des physiques de ouf, et les mecs, on les voit jamais progresser. Mais jamais, c'est-à-dire qu'ils ont jamais de move en plus, ils font jamais rien de plus. Osso, il est sophomore, c'est-à-dire que c'est sa deuxième saison, mais il a fait des trucs que l'année dernière, il faisait même pas. Donc, il a attaqué le cercle. Il a une vraie finition, il est agressif, offensivement, il a progressé, il a une qualité de passe, on l'avait déjà vu Il l'année est dernière, il a fast. encore progressé. Ouais. Je veux dire, il facilite tellement le jeu. C'est pour ça qu'il est sur le terrain. Parce que, je veux dire, il fait des bons écrans. Il roule. Non, non, mais Osso Ighodaro, mais. Alors, ça ne deviendra jamais un grand joueur, Osso Ighodaro. Mais son plafond, je le voyais bas. Je pensais que ça allait être un pivot athlétique, petit, qui allait mettre des dunks de temps en temps. Mais en fait, le gars, il prend des décisions lui-même. Non, non, franchement, Osso Ighodaro, mais je suis fan. Genre, il partirait demain, je pense que ça serait un crève-cœur pour moi. Je l'aime trop, quoi. Je veux dire, c'est un vrai joueur, quoi. Et quel dommage qu'il soit petit, en fait. Donnez-lui quelques centimètres en plus, c'est un pivot de fou malade, Osso Godaro. Au niveau intelligence. Donc, mais non, non, moi, Osso Godaro, c'est mon GOAT cette saison. Et il y en a pourtant, il y en a plein, hein, mais trop kiffant. Osso pour moi. Pierre? C'est l'équipe des role-players, hein, quand même. Hein. On a quand même l'équipe des role-players cette année. Là, j'ai la liste devant les yeux. Je me dis, putain, il faut choisir. Bon, je vais parler, j'en avais un peu parlé de Gillespie, parce que quand même, ça serait dingue de ne pas parler de Gillespie sur ce truc-là. Le gars est un two-way contract à la base. Hein. Le gars n'avait pas de carrière NBA. Il a débarqué par la petite porte l'année dernière. Et le gars bat le record de 3 points de la franchise. Voilà, point. Sur sa première saison. Alors, il a des défauts hein, physiquement. Il est un peu frêle. Est-ce que c'est vraiment un meneur titulaire? Par contre, c'est un meneur remplaçant tous les jours en NBA. Qui t'apporte, tu sais ce qu'il t'apporte. Honnêtement, il a été très fort. Il met quoi? Il met 12 points, 13 points cette saison. Il joue 80 matchs, donc aussi le mec est là, parce que c'est aussi une qualité hein, d'être sur le terrain. Donc le mec, il a joué 80 matchs cette saison. Donc il shoot à 40% à 3 points. Enfin voilà, le gars a fait the saison. C'est le MIP de mon cœur. Honnêtement, ouais, allez, Gillespie. Et puis comme ça, honnêtement, j'aurais hésité entre Ighodaro et Gillespie, donc je suis content. Les deux ont été cités. Donc il y en a un autre, mais bon. Il y en a d'autres, mais sachant que Gillespie, sa fin de saison, elle est plus dure. C'est-à-dire que là, Oui. il a 40% à 3 points. Oui, fin de saison, il galère sur la fin. Il n'y arrivait plus à en mettre un, le pauvre. Il Il manque était un peu comme ça. d'essence. Ouais, quand il en mettait un, il était comme ça. C'est-à-dire que ses pourcentages, c'est un gars qui tourne il aurait pas Il baissé de serait à régime. 45 presque, ouais. 45-45. C'est du délire. Mais ouais, il est incroyable. Et toi, Après, les gars, vous vous souvenez de sa fac? bah quoi? C'est la. Non, c'est pas Villanova. Non, c'est pas lui, Villanova. Non. Si. Si, c'est ça. Et Combien Villanova, de c'est une joueurs? fabrique de joueurs. Hein. Ouais, C'est une ouf. fabrique de joueurs, de vrai. Incroyable. Il y a des universités où, en fait, quand ils ont des top joueurs, il faut pas, tu vois, faut pas aller, on s'en fiche des tests, des machins et tout. Voilà, c'est des joueurs de basket. Après, athlétiquement, on peut en parler, mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Moi, je mettrais, j'en mets un autre. Du coup, j'en avais un autre, donc du coup, je vais le mettre. Je mettrais Jordan Goodwin. Ouais, voilà. Voilà. Pour moi, joueur qui vient de nulle part. Le talent, on l'avait déjà, on l'avait déjà parlé, on l'avait déjà aperçu quand il était passé vite fait chez nous. À l'époque, sur un trade, le trade de Bill même. Hein, je me demande si c'est pas dans ce trade-là qu'il arrive. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, vrai joueur, un guerrier. Ses blessures nous font mal, hein, parce qu'on dans la précédente vidéo, on avait parlé des blessures. Lui, elles font mal parce que quand il revient, et même quand il revient, je crois pour le play-in, parce qu'il revient sur la fin, hein, il n'est pas à 100%. Voilà, on sent que. Mais bon, joueur défensif incroyable. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si demain, on le prolongeait pas et qu'il signait au Knicks de New York, ça m'étonnerait même pas tellement il colle à cette identité de chien. Un vrai shoot à 3 points.
pas toujours régulier. Par Ouais. contre, quand il faut les mettre, il nous a fait quelques matchs où il nous porte vraiment, alors que c'est pas non plus sa marque de fabrique, surtout sur le volume en fait, parce qu'il en a toujours pris, mais là il y a quand même un volume assez important. Et après les gars, est-ce que c'est normal que Jordan Goodwin prenne plus de rebonds que Jaren Jackson Jr. Je suis pas sûr, mais en tout cas le constat est là, joueur toujours bien placé. Voilà, on a vanté le rebond de Robinson face aux Spurs dans la dernière match, bah, c'est le rebond que va chercher habituellement Jordan Goodwin. Hein. C'est au milieu de joueurs, il y a que lui qui prend les ballons, c'est incroyable. Moi, j'ai kiffé. Pour moi, c'est l'identité. Moi, il symbolise cette identité Ouais. défensive dont on a parlé. Voilà, c'est le symbole. Dylan Brooks, ça apporte la culture. Hein. Mais si je devais ressortir celui qui symbolise, parce qu'à chaque fois qu'il fait une interception, à chaque fois qu'il marque un panier, le gars, il fait le tour du terrain, il se tape sur la ventre. Donc on sent la rage et je pense que c'est aussi cette identité, tu l'as dit, de role player, des joueurs qui ont galéré, vraiment galéré, pour pouvoir trouver une place dans un effectif. Espérons qu'il le reste le plus longtemps possible. Ouais. Nos petits rookies, on aura l'occasion de toute façon d'y revenir beaucoup plus parce que du coup, c'est des joueurs dont on reparlera, notamment pour la projection de la saison prochaine. Ils sont 3, il y en a 2 réellement qui ont joué, vous l'avez dit, en tout cas on en a parlé dans cette vidéo et dans la précédente. Un temps de jeu inexistant puis progressivement vu. Peut-être aussi une protection et le temps de bien les mettre dans de bonnes conditions. Parce que nous on voit le terrain, le basket, mais il y a tellement de choses à appréhender pour un jeune joueur dans la NBA en arrivant. Il passe de l'anonymat au projecteur. Mais vous, rapidement, si vous deviez très rapidement décrire vos impressions, en tout cas, ce que vous ont laissé les rookies se souvenir sur cette première saison. Pierre, toi, tu dirais J'ai un peu de déception, mais pas sur le joueur, mais j'aurais aimé qu'il joue plus. C'est Rasher Fleming. Je pense que c'est le joueur dont on a besoin et qui est NBA ready en fait. Pour moi, il n'y a pas de. Et en fait, quand je vois aussi, en parlant en Frenchie, les Kings avec Maxime Reynaud qui l'ont fait jouer, qui l'ont fait se développer et être bien meilleur, je pense qu'on aurait pu en profiter cette saison pour un peu plus le faire jouer et le développer encore plus. Parce que pour moi, il est prêt. Il est vraiment, c'est vraiment un vrai joueur NBA. Je pense qu'il aura une carrière en NBA. Sur Maluard, je suis moins déçu parce que c'est un joueur brut qui aura besoin de temps, qui a eu besoin de temps et qui aura besoin de temps. Et donc, je vois une évolution claire entre le début de saison et la fin de saison. Donc, en fait, je suis plein d'espoir pour ces joueurs. C'est des joueurs d'avenir. C'est des joueurs qui ont beaucoup de responsabilités quand même parce que le pick 10 de Maluard, quand est-ce qu'on aura un prochain pick 10, tu vois c'est vraiment pas sûr. Hein. Donc, c'est des joueurs qui ont une responsabilité, qui doivent avoir un peu de pression personnelle quand même. Parce que drafter, on ne va pas drafter tant que ça. Donc, vont être importants dans notre construction. Et pour l'instant, je suis plein d'espoir. Voilà, je dirais, je ne sais pas si je suis convaincu, mais je suis plein d'espoir. Parce que ce que je vois potentiellement me fait espérer. Mathieu, toi, tu as été le fervent défenseur des rookies toute la saison. J'aime Tu as bien. beaucoup exigé qu'on leur ouvre la porte. Pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, toi aussi, c'est espoir, satisfaction ou plutôt espoir? Ouais. Bah moi, Rasher Fleming, quand je le vois jouer enfin dans le 4e match face à OKC, il joue quoi 5 minutes. En 5 minutes, il change, il redonne l'espoir dans le match parce qu'il est trop impactant, quoi. Défensivement, à un contre un, enfin, je trouve très dur à passer. Il est long, il est tellement long. Non, Rasher Fleming, gros espoir. En plus, il a le physique du joueur qui nous manque, c'est-à-dire ce poste 4 grand. En début de saison, les petites minutes qu'on avait vues de Rasher Fleming, il mettait pas un 3. Et bien à un moment donné, il est devenu un vrai shooter sur la fin de saison. On s'est dit, mais attends, mais Rasher Fleming, il shoot à 40%. On s'est dit, ok, il a progressé, il a mis ses shoots, il a gagné en confiance. Et plus il a gagné en confiance, plus il est devenu performant. Et oui, on voulait le voir. Malouard, je rejoins totalement Pierre. On a vu une vraie progression durant toute la saison. On a vu un mec au début, beaucoup d'erreurs. Et d'un Pas de coup, mots aussi, hein, ouais, au le départ. début, ouais, et puis comment tu veux progresser aussi avec un temps de jeu moins régulier? À un moment donné, bah, il a profité de Mark Williams, il a eu un peu plus de temps de jeu. Et en moins, une chose est sûre, demain, tous les jours avec Malouard, c'est que c'est un protecteur d'arceau de fou malade. Il va mettre des contres à savoir qu'en faire. Il est pas lent du tout. Donc c'est un vrai. Déjà rien que défensivement, Malouard, ça va être top. Offensivement, il y a du boulot.
Mais à voir, il avait déjà un petit shoot, hein, donc s'il continue à progresser, à travailler, super. Kobe Bry, on n'en a pas parlé, mais moi, Kobe Bry, il n'a pas joué beaucoup. Mais Kobe Bry, moi, je l'ai trouvé kiffant quand il a joué sur les fins de saison. Déjà, moi, un truc qui m'a énervé toute la saison, c'est que Booker, c'est un bon créateur. Par contre, un truc qu'il sait pas faire et qu'il ne saura jamais faire, c'est servir ses pivots. Ça, il n'a pas ce truc-là, il n'a pas cette connexion. Ça fait pas partie de lui. Jalen Green, il l'a pas trop. Globalement, le meilleur mec à ce niveau-là, c'était presque Grayson Allen. C'est le seul qui était capable d'envoyer un alley-oop. Ouais. Bah, je l'ai vu en fin de saison, je me suis dit, ok, il a une connexion avec Maloir. Le gars, il sait servir ses pivots. Moi, j'espère qu'on le verra plus la saison prochaine. Alors, il aura peut-être de la concurrence. J'espère qu'on verra plus. Et un autre qu'on n'a pas cité, alors il a sûrement peut-être pas d'espoir, mais si Gently qui est avec la G-League et que moi j'ai regardé un peu la G-League, vraie progression. On parle d'un mec, quand je le regarde en Summer League l'année dernière, j'étais en train de me dire, waouh, le mec, mais ça part tellement loin. Quand je l'ai regardé en fin de saison, j'étais en train de me dire, ah ouais, c'est pas le même mec. Donc moi aussi, lui, j'attends un petit peu, mais Kobe Bry, j'attends beaucoup et j'ai hâte de voir la Summer League parce qu'ils vont jouer. Rachel Ouais. Fleming, il est chaud, qu'il avait hâte de montrer ses progrès. Donc non, moi, je suis trop fan. Et justement, vous disiez, on n'est pas prêt de revoir un pick 10. Si on revenait le jour où on repique dans les 10 premiers, c'est que ça pue pour nous, hein. C'est que où on a du bol, c'est incroyable, mais ça veut dire qu'on a fait une saison moyenne, voire pas Ouais. ouf. Donc, j'espère qu'on va pas piquer tout de suite dans le top 10. De toute façon, je te rassure, que tu le veuilles ou pas, tu vas pas repiquer tout de suite. Ça dépendra même pas de ton classement. Moi, je vous rejoins. Je fais Malois qui, voilà, c'est un diamant à polir. Est-ce que jusqu'où on arrivera à l'amener, on verra. Mais en tout cas, il y a les bases et l'année prochaine sera encore une année d'apprentissage, donc je suis pas inquiet. Au contraire, j'ai hâte de voir des progrès aussi parce que ce gars-là a un vrai potentiel. En tout cas, ça m'intrigue. Quant à Fleming, pour moi, c'est potentiellement celui qui pourra enfin me faire passer à autre chose et enfin faire le deuil de Michael Bridges. J'ai l'impression que c'est le joueur qui va me faire cliquer tout le temps. Voilà, je vois du Anthony Mason. Alors pour les plus jeunes, c'est Eddie malheureusement décédé et qui a été une grande figure des Knicks dans les années 90 et des Hornets début des années 2000. Voilà, c'est un monstre physique, une brute absolue. Il a un physique d'un mec de 25-26 ans. Enfin, moi, quand on le voit jouer, quand on voit cette puissance, cette vitesse, c'est incroyable. Ce shoot, tu le voyais pas arriver, c'est un gars, alors, amusez-vous à regarder, il fait 3 années à Saint-Joseph, il est quasiment à 40% à 3 points sur sa dernière saison. Il est passé sous les radars de tous les scouts NBA. Nous on a pris de gros risques pour aller le chercher en se dépouillant sur des pics. Et je pense que maintenant que la draft se déroule sur deux soirs différents, je pense que quand on a raccroché les téléphones la fin du premier soir, on n'avait qu'une envie, c'était d'aller chercher ce 31e pick pour justement le prendre. Voilà, c'est une vraie belle. Moi, je sais pas, je suis très intrigué parce que je sais pas jusqu'où il peut aller. Est-ce que c'est juste un top role player? Est-ce que demain. Est-ce qu'on a Kawhi Est-ce qu'on a Kawhi 2.0? Mais pas si bête en fait la comparaison, c'est pas la même. Mais Kawhi, Kawhi, je veux dire, on savait pas du tout. Enfin, je me rappelle les scouts, c'est pendant les tests qu'il a intrigué. Mais oui, est-ce qu'on a ce joueur-là qui sera capable d'être titulaire? Il a dit il y a pas longtemps, je sais pas si vous avez vu l'article, l'objectif c'est d'être titulaire dès le début de saison, capable de mettre 14-15 pions, 5-6 rebonds et de devenir ton défenseur numéro 1 sur les postes 3-4, voire même 5, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est capable de rentrer, en tout cas, alors peut-être pas dans Wemby parce qu'il fait un étage de plus, mais dans les autres. Moi, vraiment, vraiment fan. Et là, bravo à Brian Gregory, on revient au travail qui a été effectué encore par ce coaching staff. Donc, ouais, les rookies, c'est bien, il faut qu'on en profite, parce que du coup, on n'aura peut-être pas le même résultat sur les prochaines saisons. J'ai envie qu'on décerne quelques prix maintenant. Je vais vous balancer des catégories et je veux que vous me disiez le premier nom qui vous vient comme ça. Pierre, si tu devais désigner un MVP de la saison, ce serait Booker, parce que c'est notre leader. Pour moi, c'est notre joueur le plus important, donc voilà, c'est le plus valuable chez nous. Pour moi, c'est Booker. Mathieu? Brooks, moi. La mentalité sur le terrain, jusqu'au playoff, moi, je trouve qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'il a. Et surtout, c'est un pur mec.
Ouais, je suis assez d'accord. Je partage aussi Brooks. Brooks parce que ça n'empêche pas qu'il y ait Devin Booker et c'est important, ça, bien évidemment. Mais Brooks, entre le fait de faire une saison, je pense que je ne le voyais pas capable de le faire offensivement. Je parle. Bon, les gars, quand je l'ai vu faire des fade-away sur une Ouais. jambe à la Dirk Nowitzki dès les premiers matchs, qui prendre 8-3 points dès le premier quart-temps, je dis qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Alors, bien sûr qu'il en fait un petit peu trop par moment, mais je pense que c'est celui qui nous fait basculer, en tout cas. Sur sa mentalité, c'est celui qui va traîner. Tu vois, c'est un peu ce qu'on peut reprocher un petit peu à Booker, s'il faut faire une petite reproche. Oui. Pas savoir amener les mecs comme ça. Brooks, lui, il est arrivé. En plus, je pense que pour la première fois de sa carrière, c'est un vétéran dans son Ouais. groupe. Et voilà, je veux lui décerner parce qu'il est peut-être au pic de sa carrière. Et honnêtement, bon, on l'a vu quand il n'était pas là, en tout cas, on en a parlé dans la précédente vidéo, ça a été un peu compliqué. Pierre, si tu devais élire la meilleure surprise dans cet effectif, qui serait désigné? Meilleure surprise, bah moi si, parce que c'est une surprise, ça a été mon role player, c'est Gillespie. Je m'attendais à un mec, je sais pas à quoi je m'attendais, je crois que je m'attendais à pas grand chose, c'est pour ça que c'est une surprise. Et en fait, le gars a tout cartonné, donc voilà, je dirais allez, Gillespie pour la meilleure surprise. Mathieu? Surprise. Euh... En vrai, il a tellement la grosse surprise, j'aurais presque envie de dire c'est Bouilly. Parce que je le connais pas du tout, du tout, du tout. Et il m'a fait kiffer quand même. Je dirais Jordan Goodwin. Parce que je savais à quoi m'attendre, mais je pensais pas qu'il allait être aussi important. Je pensais que ça allait être un mec qui allait mettre de l'énergie sur 5 minutes. Mais voilà, vraiment, le gars que t'envoie un petit peu, genre le Ryan Dunn, le gars que t'envoie 5 minutes pour défendre, mais tu sais qu'offensivement, il va pas être ouf. Et là, j'ai vu un vrai joueur, quoi. Un vrai joueur complet. Donc Jordan Goodwin, surprise. Et toi, Thierry? Ouais, Jordan Goodwin, je te rejoins encore une fois. Voilà, moi, il coche les cases, moi, déjà, quand un mec, il défend, déjà, ça me... Voilà, je trouve que je suis tellement ulcéré, tu disais, c'est plus facile à défendre qu'attaquer, je suis tellement ulcéré par ces gens qui font pas la moindre différence. Ce qui me réconcilie, c'est que ces gars-là, ils gagnent pas des titres. Mais non, il faut des mecs comme ça. Voilà. Puis c'est tellement généreux. Et puis il te réveille une salle. Enfin, c'est le genre de gars, tu peux passer 3 cartons pourris et il est capable de retourner une salle parce qu'il va prendre un rebond important et parce qu'en contre-attaque, il va aller claquer un dunk et va se jeter dans la foule. Non, important, Jordan Goodwin. Bon, moi, je n'avais absolument pas vu arriver cette progression, enfin cette surprise-là. Et justement, parler de surprise, mais on va parler de progression. Donc, Pierre, toi, ta progression, celui qui a été, par rapport à la saison précédente, au-delà de ce que tu pouvais imaginer? Bah, celui qui m'a le plus, je vais mettre Hugo Daro, je vais récupérer le pic de Mathieu, parce que bah, c'est une vraie progression incroyable de basketteur, quoi. C'est une vraie progression de basketteur. On ne pensait pas que c'était un basketteur à ce point, et ça l'est. C'est un mec qui bosse, ça se voit. Et donc voilà, donc je veux lui mettre la petite médaille à Osso. Mathieu? Bah, pareil, je pourrais prendre Colin Gillespie, mais est-ce que vraiment Oui. c'est tellement une progression en soi? Mais allez, je reste sur Osso aussi parce que moi, comme je dis, je l'ai kiffé cette saison. Il est passé d'un inconnu à un mec, on s'est dit, ah, ok, c'est un rookie, c'est cool, on a kiffé, à cette saison en train de se dire, non, mais les gars, faut pas le perdre, ce gars-là. Et il faut qu'on le garde. Donc, ouais, Osso en progression. Et je suis en train de me dire, est-ce qu'il peut encore progresser, quoi? Ouais. Ouais, je vous rejoins. Je vous rejoins sur Rosso. Que de chemin en 2 ans. Parce qu'il faut se rappeler quand même Je me rappelle les premières Summer League où je me suis dit, ok, le mec, en fait, il s'est trompé. C'est un meneur, passeur dans le corps d'un géant. Ouais. Mais en fait, non. En fait, il est. Je pense pas que ce soit un titulaire. Moi, je pense que c'est le parfait. C'est la parfaite rotation. De joueur intérieur qui va tout faire, en fait. Ouais. Qui va venir créer, qui va venir défendre quand il peut, qui va jumper. Enfin, voilà. S'il arrive à trouver ce petit shoot, ce petit hook, ce petit truc voilà, un peu plus efficace, ouais, c'est des joueurs, en tout cas, c'est des joueurs auxquels on s'identifie parce qu'effectivement, bah, nous, en plus, lorsqu'on a créé la chaîne et qu'on s'est lancé, c'était ses premiers pas, ce sont les premiers joueurs qu'on a accompagnés, voilà, et c'est vrai que ces progressions-là, elles sont intéressantes. Donc, je vous rejoins pour Osso et Guadaro. Et enfin, la dernière, est-ce qu'il y a un match dans l'année sur les 88 matchs qu'on a disputés, est-ce qu'il y a un match dans l'année qui retient votre attention, dans le bon sens comme dans le mauvais d'ailleurs, hein, Pierre? Bah moi, je mettrais quand même le play-in gagné contre Golden State.
Parce que c'est quand même Sully qui met le tampon, qui valide. Ok, on a été une équipe de playoff cette année. Voilà. Donc, et en plus, on avait peur. Hein. Je me rappelle, après le match contre Portland, on se dit, oh là là, en fait, on est cuit, on est lessivé. On a laissé passer. On est vachement devant à Portland et on se fait avoir sur la fin. On met plus un point et ils reviennent. À l'énergie, on se dit, waouh, est-ce qu'on va se remettre de ça et tout. Et finalement, voilà. On a le tampon. On a fait une saison de playoffable et on a été en playoff. Donc voilà, je dirais ce play-in. Ouais, en termes d'importance, c'est lui. Et en termes personnels, moi, c'est celui que j'ai vu en face. C'est contre Détroit où Brooks, il met plus de 40 points quoi, à domicile. Oui. Et il n'y a pas Booker, il n'y a pas Green. Et en fait, lui, il fait un match. Genre, moi, j'étais avec deux potes et qui connaissent rien au basket. Ils savent que je suis fan, hein, parce qu'on est allé pour ça. Ils le savaient très bien. Mais genre, ils sont repartis là-bas. Aujourd'hui, quand je leur parle, c'est Brooks, quoi. Ouais. Dylan Brooks, bien. Voilà, je veux dire, ce match-là, il est fou. Et puis lui, tout ça, ce match qui représente tout Dylan Brooks, quoi. Donc la dinguerie, c'est le match du cœur pour moi. Parfait. Moi, j'ai un petit clin d'œil, parce que du coup, il y a beaucoup de matchs qui m'ont marqué, mais il y a des plaisirs qu'on ne goûte pas dans une saison, et peu importe le classement. 26 février, victoire, buzzer beater de Royce O'Neal face aux Lakers. Dans une fin de match folle, et parce que j'aime bien jouer, on n'en a pas beaucoup parlé, et parce que botter le cul des Lakers, c'est toujours réussir sa saison. Voilà. Donc voilà, on n'a pas toujours gagné des matchs de la belle manière, mais on a su les gagner. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un point fort l'année dernière, d'avoir su gagner des matchs que les 3 années précédentes, on ne gagnait pas. On termine sur les déceptions parce que malheureusement, il y en a. Bien évidemment, ça serait trop beau. On n'est pas champion NBA, pas encore. La plus grosse déception, Mathieu, quel est le joueur qui vraiment t'a déçu, soit par rapport à tes attentes, soit par rapport à ce qu'il a produit? La plus grosse, j'ai pas tellement de grosses déceptions. D'un côté, genre presque envie de dire Nigel S. Davis parce que j'avais un minimum d'espoir. Ouais. MVP de l'Euroleague. Je me dis, il va faire quelque chose un peu à la Yabusele. Et en fin de compte, entre la saison de Yabusele que je trouve pas ouf et Nigel S. Davis, j'ai perdu l'espoir sur les mecs qui ont plus de 27 piges et qui viennent d'Euroleague. Mais je dirais que c'est frustrant, mais un peu Ryan Dunn. Voilà, on va dire que c'est ma petite déception parce que je pensais qu'il allait avoir un rôle un peu plus important. Il l'avait en début de saison. Et en fin de compte, non, oubliez tout de suite. Ma grosse déception, c'est Grayson Allen, excusez-moi. Grayson Allen, j'avais oublié. Ma grosse déception. Je vais être honnête, c'est un des joueurs que j'aimerais qu'il parte cet été. Son début de saison est de fou malade. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire cette saison? Et en fin de compte, tu ne peux pas compter sur lui, c'est Grayson Allen. Physiquement, il est KO, il est tout le temps blessé. Il ne peut pas enchaîner de match. En plus, à partir du moment qu'il se blesse, en fait, quand il revient, il n'est pas au niveau, il est nul à 3 points. En fait, ce gars-là, il a besoin de continuité, mais vu qu'il n'en a pas à cause de son corps, en fait, ses performances, ça ne suit pas. J'avais beaucoup d'espoir, mais là, c'est la saison de trop. L'année dernière, il était tout le temps blessé aussi. Grayson Allen, c'est ma grosse déception. Hyper talentueux, mais tu ne peux pas compter sur lui. Moi, je ne peux pas mettre Grayson Allen en déception. Je l'aime trop, ce joueur. Mais je comprends. Mais j'allais dire, je vais être dur, mais j'allais mettre Ryan Dunn, tu vois. Parce que je m'attendais à un step-up qui n'a pas eu lieu, en fait. Je trouve, à un moment dans la saison, on s'est dit, oula, il va perdre sa place complet. Il a quand même réussi à apporter des trucs avec un peu d'énergie. C'est quand même un défenseur plus qu'honnête. Mais je suis déçu parce que je m'attendais à plus. Et finalement, on n'en a pas parlé. Tu vois, Ryan Dunn, depuis le début, là, on a parlé des progressions, on a parlé des gens qui nous fait kiffer, des machins. Jamais on a parlé de Ryan Dunn parce que je pense qu'il a fait une saison un peu fade au final. Et donc voilà, je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'il soit au cœur de cet effectif et ce renouveau. Et finalement, il a eu un rôle un peu plus secondaire que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ouais, bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des joueurs qui ont souffert de la concurrence et de l'efficacité à son poste. Ouais, tout à fait. Moi, je vais être un peu dur parce qu'il a des circonstances atténuantes, mais ma grosse déception, ça reste Jalen Green. Oui, bien sûr. Je m'attendais à autre chose. J'ai de fortes. Le garçon a l'air adorable. Je me souviens, je ne sais pas si vous voyez, mais il a fait une grosse traversée du désert, c'est le cas de le dire, des blessures, etc. Il est revenu, on le voyait toujours encourager les gars, etc. aux interviews, toujours positif. Mais j'ai l'impression en fait qu'il y a du talent,
mais il n'y a pas de QI basket. Voilà, il rejoindrait, j'espère me tromper, une longue liste de très grands joueurs, de grands potentiels. Mais j'ai du mal aujourd'hui à me projeter avec lui. Alors, 100% physiquement, une prépa et un peu de patience, peut-être que dans un an, j'aurai pas le même discours. Mais ouais, c'est une déception parce que j'en attendais beaucoup au vu du contrat et au vu de. Je pensais que c'était l'élément central du trade et finalement, c'était pas lui. Mais je pensais qu'on avait fait un trade pour l'avoir lui. Finalement, c'était peut-être pour avoir Brooks. Est-ce qu'il y a la pire séquence ou le pire séquence dans la saison? Un moment, quelque chose qui a retenu votre attention, un fait de jeu, une série de défaites, un événement, quelque chose voilà, que vous catégoriseriez dans cette case. Pierre, tu veux commencer? Ouais, moi, la fin de saison, j'ai trouvé. Fin de saison régulière, on a tiré la langue. Physiquement, c'était compliqué. On a déjà un peu parlé, mais on a fait un très bon début de saison. Et cette fin de saison, je nous ai trouvé poussif. Et je me suis dit, peut-être la fin de l'embellie qu'on avait vue, c'est peut-être ça notre niveau réel, on ne sait pas. Donc, j'ai hâte de voir le début de la saison prochaine. Donc voilà, fin de saison, c'était un peu compliqué. La fin de saison, elle était longue. Mathieu? Ouais, il y a je suis d'accord. Il y a ce truc, l'après All-Star. L'après All-Star, il pique entre les blessures. À un moment donné, là, les 10 derniers matchs, le manque d'ajustement fou, quoi. Je veux dire, on continue à mettre les mêmes mecs sur le terrain. On jouait petit. Quand je me rappelle du match où on joue contre Houston, où les mecs ils prennent 30 rebonds de plus que nous, on est en train de... et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on continue, frustrant. Et l'autre aussi, c'est le match contre le play-in contre Portland, où je me souviens en transition, tu as Rossoni qui met un 3 points, l'ambiance elle est feu, on est en train de se dire allez bam, on a 10 points d'avance, c'est finito pipo. Et en fait, on a fait comme quasiment toute la fin de saison, on s'écrase complètement, on baisse la tête et on n'arrive plus à gagner un match. Mais la fin de saison, je rejoins Pierre, où entre le niveau de jeu qui a baissé, mais surtout le manque, on a perdu des matchs pour un manque d'ajustement de la part de Hot, où en fait on joue trop petit. Beaucoup trop petit. On se faisait marcher dessus au rebond. Et lui, souvent, il répétait en disant oui, de toute façon, c'est de l'envie. Au bout d'un moment, je veux dire, on l'a vu aussi en playoff avec Wembanyama, le basket, qu'on le veuille ou non, on revient à la chose. Je dis pas que tu gagnes parce que tu es grand, mais c'est un sport de grand. C'est un sport de grand. Ouais. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé, tu es censé t'ajuster et il l'a pas fait quand même je veux dire, il l'a pas fait jusqu'au dernier match de la saison en playoff où il a mis enfin Fleming. Fleming, il n'a pas joué quasiment une minute sur la fin de saison et pourtant, c'est le gars qu'on avait besoin. Donc, la fin de saison, elle m'a frustré parce que j'étais en train de me dire, on va pas tout gâcher maintenant quand même. Donc, mauvais moment, ouais. Ouais, je vous rejoins un petit peu. Ouais, je note la série de défaites au mois de mars qui, on a toujours été à un match, vous savez, un match où on gagne la nuit, puis 3 heures après, il y a le 6e joue, donc du coup, la 6e qu'on avait eu pendant 2 heures, on la perd. Et puis il y a cette série où à un moment donné, on se dit, ok, d'accord, c'est pas notre game. Et je trouve que c'est chiant parce que peut-être que ça a joué justement sur cette fin de saison aussi, où les gars ont. Tu sais, quand tu sais que tu peux plus avoir le truc et que physiquement, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont pas 60 matchs de saison régulière en moyenne sur les années précédentes, donc il y avait plus d'essence. Voilà, et voilà, je regrette ce moment-là qui aurait pu prolonger un petit peu notre plaisir parce que je trouve qu'on méritait mieux, même si on pensait pas en début de saison faire aussi bien. Pour finir, messieurs, j'ai une question. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour vous, cette saison, est-ce que c'est un accident ou est-ce qu'on peut capitaliser réellement? Est-ce on peut réellement avoir de l'espoir ou est-ce que c'est un feu de paille l'année prochaine? Rendez-vous pour une saison à 30 victoires. Vas-y, Pierre. Après, je finirai. Tu veux pas te mouiller tout de suite. Hein. Non. Je vais rester un peu dans le ton que j'ai dit. Moi, les rookies me font espérer. Je pense qu'il y a des changements à faire et on en rediscutera dans notre prochain épisode. Il y a des changements de role-players qui ont été très importants cette année dont il faut peut-être se séparer. Tu parlais de Grayson Allen, pourquoi pas, mais moi, un mec comme Royce O'Neal, je pense que c'est peut-être le moment de s'en séparer. Il a de la valeur. On a Fleming qui arrive. Il va y avoir des choix à faire. Mais pour moi, les rookies me font dire que
On a une bonne base. Il y a du boulot côté front office encore. Hein. Côté JM, va falloir bosser pour essayer de récupérer, si ce n'est des pics ou des choses comme ça, des assets qui peuvent t'aider dans le futur. On sait que la NBA, ça bouge très vite. Mais pour moi, c'est plutôt espoir. Est-ce qu'on fera mieux l'année prochaine? Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut faire aussi bien. Voilà. Mathieu, bonne analyse. Ouais, et moi je pense que, je vais le dire, je pense que la saison qui arrive va être plus, enfin qui va arriver, on vient de finir à peine la saison, mais la prochaine saison va être plus importante et décisive que cette saison-ci. Parce que je pense que cette saison-ci, même les joueurs entre eux, ils s'attendaient peut-être pas à faire aussi bien. Alors je dis pas qu'ils, bien sûr qu'ils rentrent sur un terrain pour gagner, mais je pense qu'ils auraient fini 10e, ils auraient dit ok, on a reconstruit quelque chose, on est reparti sur une petite base, c'est bien. Sauf que là, on a gagné, on a passé un step dès la première saison de cette pseudo-reconstruction. Et donc l'année prochaine, si tu fais une saison moins bien, moi je pense que la saison prochaine, si on fait une saison vraiment moyenne, pas ouf, je pense que Booker il part. Je pense que c'est la saison décisive. Je pense que si l'année prochaine tu ne fais pas aussi bien, en ayant vu quand même une progression, tu peux faire aussi bien et voir une progression. Je pense que si tu fais moins bien, tu ne fais pas les playoffs. Je pense que c'est finito le projet des Suns. Je pense que tu as réussi à gratter 2 saisons sur le contrat de Booker. Je pense que tu auras gagné 2 saisons sur le fait que tu n'as pas de pic. Et je pense que ça sera temps de tourner la page parce que tu es censé au moins faire aussi bien l'année prochaine. En fin de compte, tu n'as pas le droit de faire moins bien. Parce que on n'a rien. En fait, ton projet tourne autour de Booker. Et je pense que la franchise elle-même, si Booker demain il a envie de partir, ils lui diront bah vas-y pars gros, on comprendra, tu vois. Donc je pense que la saison prochaine, tu dois faire aussi bien. Sinon, je pense que c'est la fin du projet déjà. Ok, messieurs. Moi, perso, je suis intrigué parce que je pense qu'il y a le GM a fait un tel perfect sur la saison. Giordano, des débuts comme très très fort parce qu'il faut mettre en musique tout ça. Dylan Brooks, la saison de sa carrière. Jordan Goodwin, est-ce qu'il peut réellement progresser? J'ai beaucoup de. Je m'interroge, est-ce qu'il y a des plafonds qui ont déjà été atteints ou dans la performance ou dans la réussite et les choix? Je pense qu'effectivement, si on repart avec le même groupe, je pense qu'on prend quand même le risque de plafonner. Maintenant, des ajustements me laissent espérer qu'on puisse faire une grande saison. Attention, 45 victoires, c'est quand même un sacré résultat. Donc ça veut dire demain, ne serait-ce que faire un peu mieux, aller chercher 47, 48, ça nous placerait, surtout dans cette conférence, ça nous placerait au milieu des meilleurs. Mais après tout, en un an, on a tellement avancé que ça peut nous laisser espérer en tout cas le meilleur. Et on est plus serein, disons, hein, disons-le clairement, on est beaucoup plus serein quant à l'avenir. Messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Cette nuit, la draft. Pour ceux qui la suivent, on vous donne rendez-vous en tout cas cette nuit et pour les leftos. Nous, en tout cas, on suivra ça. Peut-être que de l'actualité entre-temps nous aura positionné différemment dans cette draft et peut-être donné un intérêt complètement différent. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous après, prochaine vidéo, entre la draft et la free agency, justement pour débriefer d'éventuelles premières décisions et pour aussi se projeter sur quel sera cet effectif et que doit-on faire si on devait demain prendre la place de Brian Gregory et de Matisse Bia. Messieurs, c'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À plus tard. Salut les gars. Salut. Ciao. Salut.